Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors aujourd'hui, on a la chance dans La Traversée d'avoir Julien. Julien, bonjour. Julien Issoulier. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi ? Je m'appelle Julien Issoulier, j'ai 45 ans. J'ai toujours du mal à me rappeler mon âge, mais en tout cas, j'ai 45 ans. Je suis père d'un jeune garçon de 10 ans et je suis marié. Et à côté de ça, j'occupe la fonction de directeur technique national à la Fédération française de natation. Et alors, c'est quoi un directeur technique national ? Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un DTN. Non, exactement. C'est un métier qui est assez intéressant par sa complexité de base, c'est-à-dire que moi je travaille pour la Fédération de natation, mais mon employeur principal c'est l'État, donc je suis là pour développer une politique publique du sport, et en même temps sur des projets spécifiques à la Fédération de natation, avec les intérêts de la Fédération de natation, sur l'ensemble du panel, que ce soit l'activité du sport de très haut niveau, à l'activité du pratiquant et du licencié, peu importe son niveau, aux apprentissages dans les écoles, à la formation au métier de maître nageur. Bon voilà, c'est un panel assez large d'actions et de missions. Et là-dedans, en fait, qu'est-ce qui t'a préparé à ça, ou qu'est-ce que tu penses qui t'a destiné à ça ? Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui m'a destiné, mais en tout cas, moi, j'avais toujours la sensation à un moment d'être limité et de me dire, peut-être que si je passe à l'étape d'après ou à un autre métier, peut-être que j'aurais un peu plus la possibilité d'influencer les choses et de les amener comme je les imagine. C'est assez égoïste en fait comme vision, mais c'est un peu cette idée-là de se dire, finalement, si on prend son destin ou son action en main, on peut aller plus loin que si on attend juste que les choses arrivent. Oui, que les autres le fassent pour toi. Ouais. Parce que ça n'arrive pas souvent, ça. Ouais, rarement. Ok, alors pour autant, je dirais que tu peux peut-être nous donner quelques étapes qui ont été clés pour toi ? Ouais, moi j'ai commencé en tant que sportif, donc je jouais au water-polo. J'ai pas eu un niveau exceptionnel, mais assez pour jouer à un certain niveau et connaître ce qu'est ce rythme d'athlète qui s'entraîne tous les jours, qui a besoin de récupérer, qui a besoin d'être performant, etc. Et à côté de ça, ce qui me plaisait beaucoup, c'était d'entraîner. Donc j'ai toujours eu cette volonté de pouvoir entraîner des jeunes. Et quand j'ai changé de club, ça faisait aussi partie pour moi, le côté important d'avoir des jeunes à entraîner. Et ça a bien fonctionné, cette relation entraîneur-entraîné, ça me plaisait, c'est le challenge, faire passer des caps à des jeunes athlètes, j'aimais ça. Et donc, j'ai commencé à entraîner des équipes de water-polo, puis ça a bien fonctionné. Et la fédération, à un moment, m'a sollicité pour que je devienne assistant d'un centre national. Et puis de fil en aiguille, à l'INSEP, Institut du sport. Donc de fil en aiguille, je me suis occupé des meilleurs, on va dire, français d'une certaine génération. Et puis ça a bien fonctionné. Puis j'ai gravi les étapes vers les équipes de France. Et après les équipes de France, plutôt du côté, on va dire, stratégique et plus trop bassin. Donc c'est ce qui me manque parfois un peu, ce côté de la relation simple. Mais en tout cas, c'est ça. J'ai construit, on va dire, mes armes au bord du terrain, à travailler avec des athlètes, les faire progresser, comprendre ce qui les amenait ou faisait sens pour eux pour aller dans un certain niveau, voire du très haut niveau. Et puis après, ce qui m'a plu, c'est de se dire comment structurellement on peut peut-être avoir une vision un peu plus stratégique autour d'eux pour leur permettre d'aller plus loin, que ce soit eux en tant qu'individus,
dans leur quotidien, c'est-à-dire de lycéens, puis d'étudiants et de professionnels, ou aussi et dans leur vie future, ou en tant que sport, comment on pouvait le faire progresser au travers de la médiatisation, de la reconnaissance, de la structuration, etc. Donc c'est cette évolution en fait qui m'a fait me retrouver vers la direction du water-polo et puis plus tard de l'ensemble de la fédération. Ouais, super. Et moi, j'entends aussi, parce que j'ai la chance de te voir jeune, on va dire. On a même joué ensemble, donc j'ai une autre connaissance du Julien que le DTN que j'ai en face de moi. Et je pense que c'est pas toujours simple pour les gens de voir ce que ça peut être de la stratégie. Tu vois, quand tu dis j'ai une vision stratégique de mon activité, mais quand on parle de sport, pour beaucoup de gens, c'est de l'entraînement. C'est des résultats, c'est des compètes, mais souvent le côté arrière-boutique n'est pas vraiment compris. Tu vois, si un DTN décide, par exemple, du niveau de sélection, tu vois, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça impacte? Parce que la vision, elle est souvent à très court terme, alors que ton boulot, c'est une vision au moins à une Olympiade. Ouais, c'est ça. Une Olympiade, voire deux, en fonction du niveau auquel on part, si on veut viser le très haut niveau. Ce qu'il faut se dire, c'est que la base, c'est il faut travailler, il faut passer du temps, et notamment pour nous dans les sports aquatiques, parce qu'on fait de la natation ou de la synchro que quand on est dans l'eau. Hein. C'est ça. On n'en fait pas dans la vie de tous les jours, donc il faut passer du temps. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres choses qui se passent. C'est-à-dire, est-ce que déjà l'athlète est en capacité de pouvoir faire ça longtemps, où il va être freiné par la réalité de la vie, avoir un loyer, avoir une vie de famille? Est-ce qu'il va être obligé de faire un choix entre des études, un métier ou pouvoir s'entraîner? Donc déjà, ça amène dans des dimensions un peu plus ouvertes que juste le côté entraînement. Ça, c'est une des parties. Et puis, il y a aussi la partie, on va dire, pour parler d'arrière-boutique, le sport de haut niveau, il y a des officiels, il y a des arbitres, il y a des dirigeants. Et c'est comment on rentre un peu dans... à défaut de la tête des gens dans leur paysage, pour qu'ils se disent finalement, ah tiens, l'équipe de France qui était là, aujourd'hui elle est un peu plus haute et demain elle est encore un peu plus haute. Et ça devient normal dans leur paysage. C'est pas, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont pas à leur place. Donc c'est rentrer dans le paysage des gens. Après, rentrer dans l'habitude et l'exigence que tout ce niveau finalement amène à devoir avoir au quotidien et en cascade auprès des entraîneurs, auprès des sportifs, auprès de l'environnement. Et puis plus tout ça progresse, plus on devient exigeant. Tout le monde devient aussi un peu exigeant autour. Donc c'est comment on traite la médiatisation, comment on traite les partenariats, comment on traite les parties qui veulent participer, on va dire, à ces projets sportifs. Et c'est comment finalement on crée un espèce d'écosystème qui protège le travail des athlètes et des coachs, mais qui permet à toute la discipline et à l'équipe de progresser et d'avoir une meilleure visibilité, un meilleur niveau, une meilleure confiance en soi dans ce niveau-là, parce que si on prend l'exemple du water-polo, récemment, on a atteint un certain niveau de compétition qui était extraordinaire pour nous, mais en même temps, on n'était pas prêt à ça encore aujourd'hui. Et c'est en ça où c'est rigolo, parce qu'on se dit, on finit une compétition en étant frustré, alors qu'on aurait abordé la compétition en sachant qu'on allait finir là, on aurait été déjà très content. T'aurais signé. Voilà. Et donc, c'est en ça où, quand je parlais d'être dans le paysage, finalement, c'est là où on passe des barrières, qu'on s'habitue à ça, qu'on arrive à passer ces barrières en laissant moins d'énergie, et notamment dans le sport, tout le monde le comprendra que pour battre des plus forts, on surpasse un peu, et au bout d'un moment, on y laisse des plumes par rapport à ceux qui sont habitués à jouer à ce niveau-là. Et c'est comme ça à tous les niveaux. Pour un nageur, pour un plongeur, plus ils arrivent à passer, plus ils surpassent des dimensions mentales, d'engagement, d'excitation, de stress, qui font que ça épuise. Et en fait, la capacité d'un vrai athlète de haut niveau, c'est de capitaliser là-dessus et de se dire finalement comment ça devient plus un coup pour moi, mais ça devient galvanisant, ça devient ma routine, mon habitude. Oui, donc là on a de la préparation mentale, on a plein d'autres soutiens ou d'autres aides, mais je dirais que je voulais aussi que tu reviennes, peut-être que c'est pas évident pour tout le monde, que la fédération de natation, tu as déjà nommé la nat synchro, le plongeon, mais il y a plein de trucs, donc tu peux donner un peu toutes les disciplines. Alors on a 5 sports olympiques, on va dire, donc le water-polo, sport collectif, on a la natation artistique, qui est plus synchro que la natation artistique, qui est là vraiment à la limite entre
le sport co, parce qu'elles sont quand même toutes ensemble, elles doivent être ensemble, et en même temps un sport artistique. Donc c'est une dualité qui est intéressante. On a le plongeon, donc le plongeon classique olympique à 3 mètres, 10 mètres, mais aussi maintenant le haut vol. Donc là, c'est plutôt 20 mètres et 27 mètres, donc c'est encore d'autres profils d'athlètes. On a la natation course, donc, ce qu'on connaît classiquement en bassin de 50 mètres ou en bassin de 25 mètres. Et on a l'eau libre, qui est l'épreuve d'endurance, donc en lac, en rivière, en mer. Ce sont des épreuves de 5 à 10 km. Okay, donc voilà, c'est le panel de nos activités. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a des endroits dans lesquels l'équipe de France a déjà un très haut niveau, et il y a des endroits où l'équipe de France a été bonne, n'est plus bonne, et où on essaie d'être bon. On essaie d'être bon, mais là pour le coup on essaye d'être bon partout parce qu'on a les jeux qui sont chez nous, donc on peut pas être pas bon, donc on a tout fait pour arriver au meilleur niveau, et on verra ça cet été si on a réussi, mais en tout cas Alors c'est quoi la pression justement par rapport aux jeux? À mon niveau, franchement, il n'y a pas de pression. Il y a plutôt une excitation qu'une pression. La pression, ça a un peu la vocation. Alors parfois, c'est la pression pour être bon. Et moi, j'ai pas besoin de ça, en fait, pour me motiver. C'est l'excitation du défi, déjà, de se dire on va avoir les jeux. Ça reste un premier défi. Des jeux en France, un deuxième défi. On a 5 sports, troisième défi. On n'est pas bon, comme tu l'as dit, partout, tout le temps, c'est 4e défi. Donc voilà, déjà tout ça fait que y a une excitation, une volonté de bien faire, une volonté d'être performant, qui fait que ça donne une petite excitation au quotidien. Et donc l'objectif, c'est de se dire comment à la fin de l'été, on aura réussi à être bon partout. Et donc, il y aura plus le paralympique, bien sûr. Ouais, nous, c'est pas chez nous, pour le coup. On ne traite pas la natation handi, mais la plupart des nageurs handi s'entraînent dans nos structures. Donc, même si on ne les voit pas en compétition internationale, on les voit à l'entraînement, ils participent à nos compétitions en France, mais c'est vrai qu'on n'aura pas... Enfin, moi, j'aurais pas à les suivre jusque-là, en tout cas. Et toi, c'est ta 3e Olympiade, donc c'est ça? Ouais. Ça fait quoi? C'est commencé à être un vieux de l'affaire alors? Ouais, c'est assez rigolo parce que c'est vrai qu'au début, ne serait-ce qu'en venant du polo, se dire on va faire les jeux, c'était déjà un exploit. C'est ce qu'on a vécu à Rio. Ça a été une marche énorme et un coup de projecteur sur le polo dingue. Mais en fait, on était juste qualifiés aux Jeux. Et là, 2 Olympiades après ce moment-là, maintenant, on est en train de se dire comment on va être médaillé aux Jeux. C'est autre chose. Et c'est vrai que ça paraît naturel, et j'en discutais avec l'entraîneur encore récemment, quand on passait des examens il y a longtemps, tous les deux, à se dire tiens, on pourrait faire ci et ça, et que maintenant on est à ce niveau-là. C'est vrai que ça paraît être le quotidien, mais en même temps, je le vois bien dans les yeux des gens, dans les gens que je rencontre. Les Jeux, ça reste quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y en a, ils ne savent même pas qu'il y a des Jeux en France, mais ceux qui aiment bien le sport imaginent tout de suite un truc de dingue, mais à la fin de l'histoire, c'est comme à tous les niveaux, c'est comment on donne le meilleur de soi au quotidien pour faire son meilleur potentiel et arriver à sa meilleure performance individuelle. Et si elle est bonne, normalement, on peut battre les autres, quoi. C'est pas contre vraiment les autres, c'est comment soit déjà on arrive à son meilleur niveau. Et c'est ce meilleur niveau qui fera qu'on verra où on en est avec les autres. C'est un moyen de comparaison. Ouais, c'est un moyen de comparaison dans un contexte de haute pression, très incertain, avec quelques tensions et quelques intérêts partout. Donc c'est ça qui est excitant. Et en même temps, c'est aussi peut-être excitant de voir à un moment éclore des potentiels. Tu vois, y compris dans des sports collectifs comme le water-polo, mais même dans la nation a fortiori, j'ai pratiqué les deux, il y a donc des individualités qui vont tirer le groupe. Et donc aujourd'hui, il y a des individualités dans chacun des sports que tu as notés là, qui tirent le groupe ou qui participent à faire grandir le groupe, soit des anciens qui sont là, soit des tout nouveaux qui sont et c'est assez intéressant parce que finalement, on peut se dire, et c'est ce qu'on connaît un peu classiquement dans le sport co, les anciens accompagnent les jeunes. Mais pour voir un peu les nouvelles générations arriver, j'ai l'impression que les anciens attendent aussi les jeunes et l'excitation des jeunes, un peu la fougue des plus jeunes, pour aussi se remettre un peu à niveau de... C'est ça. C'est assez intéressant de les voir évoluer. Et là, on a la chance d'avoir quelques phénomènes dans nos différentes équipes. Et c'est vrai que ces jeunes athlètes, alors jeunes autour de la vingtaine, c'est pas non plus des tout petits,
Mais c'est vrai ils ont des spécificités je sais pas, ils rayonnent, ils prennent de la place assez vite, en Ouais. fait, en étant très, très humbles et enfin, c'est pas ceux qui vont monter sur les tables, hein, Ouais. c'est des gens très calmes. Mais Ouais. c'est vrai que ces jeunes athlètes très doués dégagent quand même des choses qui amènent un certain respect. Alors, même en dehors du respect, quand un athlète de très haut niveau voit arriver un Léon Marchand ou un Maxime Grousset, même si le gars est médaillé olympique, il voit quand même des gens talentueux. Et je crois que c'est aussi une fierté de voir qu'il y a ces jeunes qui arrivent, que ça va les challenger un peu. Mais tu parles d'un Manodou qui se dit... Ouais, par exemple, je sais que Florent, il est, depuis que je le connais et depuis que j'exerce cette mission, il a toujours été très attentif aux plus jeunes. De se dire, bah, finalement, qui vont être les vrais talents là-dedans De demain, ouais, voilà, et voir comment ceux-là, bah, en leur parlant, ils arrivent aussi à passer des caps tous ensemble. Ouais. Et je suis pas sûr que s'il n'y avait pas ces jeunes talents, bah, ces expérimentés prennent autant de plaisir Oui, ou peut-être à qu'il continuer. serait peut-être même plus là. Ouais, voilà, parce que je pense que de voir ces jeunes arriver, bah, ça, pour eux, c'est aussi une espèce de continuité et ça rallonge, pour revenir à ta traversée, ça rallonge aussi leur traversée de leur carrière au final, et de se dire, bah, finalement, voilà, je peux aller là ou là, mais il y a ces jeunes qui arrivent, finalement, où on peut aller ensemble, comment moi je peux les aider, comment eux vont m'aider de fait. Oui, puis ça c'est permet hyper riche. peut-être aussi d'avoir une autre carrière sans que peut-être, tu vois, en passant capitaine, peut-être même entraîneur ou adjoint, ou ça donne aussi d'autres possibilités à Ouais, peut-être ouais. à Je une pense reconversion. que le rôle de capitaine, il est, si on prend l'exemple de Florent, il a un vrai rôle là-dedans. Je suis pas sûr qu'à la base, il ait le tempérament d'un capitaine, parce que c'est quand même quelqu'un de, même s'il est grand et très costaud, assez discret, qui va pas parler pour parler, voilà. Mais je crois que de se dire, tiens, finalement, il y a ces talents du haut niveau, d'une expertise folle qui arrivent, comment moi je peux les titiller un Ouais. peu, comment je peux des fois les recadrer, et il l'a fait à des moments importants. Je me rappelle aux Jeux de Tokyo par exemple. Voilà, et comment il peut avec 2-3 moments, alors des fois en collectif, sûrement individuellement, comment il peut les amener, les recentrer et les aider à passer des caps. Et je crois que ça, c'est difficile de faire sans ces gens-là. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut se dire, ouais, les anciens, ils prennent de l'espace, mais c'est vrai que quand on les a et quand ils sont très dans le collectif, bah, ça aide à passer vraiment des moments, parce que c'est comme avec des enfants. On peut dire 50 fois à son fils un truc, le copain d'à côté, il va C'est arriver, ça. ou le père, Ou il le va grand dire la frère. même chose. Ouais. Et hop, c'est fini, ça sera plus un sujet, alors que nous, ça fait 50 fois qu'on C'est tente. ça. Et c'est pareil, en fait, quand on est entraîneur ou dirigeant, on explique, hein, mais quand c'est un gars comme Florent Manodou, une Charlotte Bonnet, ou d'autres athlètes, même plus jeunes ou plus vieux, hein, Alain Bernard, bah, entre pairs, ils se reconnaissent en fait. Et donc, on gagne aussi du temps. Et c'est en ça où, franchement, ces jeunes talents, ils ne pourraient pas y arriver tout seuls. Et d'avoir un peu cette osmose entre des jeunes et des très expérimentés, ça, je crois qu'on gagne vraiment du temps. Et sur le plongeon, tu as cette dynamique aussi? Bah, sur le plongeon, c'est un sport qui est vraiment difficile à comparer aux autres, parce qu'il marche en silo. En gros, on en a 15-20 au départ et on en a 10 à l'arrivée. Il n'y a pas de vraie pyramide. Et donc, il faut arriver à les garder dedans, ce qui enlève un peu le côté concurrence, là où on y est très confronté en natation, par exemple. Il y a tellement de monde que pour se faire sa place, bah, déjà, il y a une bataille à avoir au quotidien. Là, c'est des effectifs tellement faibles que finalement, les plus jeunes qu'on a, on les garde jusqu'aux équipes de France. Et donc, pour eux, bah, c'est des longues périodes. C'est des périodes où, des fois, il y a beaucoup de doutes, parce qu'ils sont parmi les meilleurs, mais pas parmi les meilleurs en France, mais pas forcément parmi les meilleurs à l'international. La marche, parfois, elle est très violente. Et c'est comment on construit ça. Et donc, c'est d'autres relations. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que ce sport-là, c'est un sport où, finalement, ils prennent des risques tous les jours. Ouais. Moi, je me rappelle avoir discuté avec une ancienne athlète qui faisait du plongeon à 10 mètres. Et la veille, elle mangeait pas bien, elle dormait pas bien, parce qu'elle allait plonger à 10 mètres le lendemain, alors que c'était son sport. Elle maîtrisait le truc. Et je crois qu'ils ont aussi cette approche qui est particulière, en fait, parce qu'ils prennent des risques,
parce que c'est très acrobatique et qu'ils ont besoin d'être très concentrés. C'est un temps hyper court. Au final, l'impulsion et le plongeon, ça doit prendre, je sais pas moi, 3 secondes. Une seconde, ouais. Ouais, donc c'est tellement court et tellement précis que... Donc c'est vraiment une autre approche. C'est une répétition. Ouais, répétition, des gammes, c'est très... au début, je me disais, tiens, ils vont plonger que à 3 mètres. Et en fait, ils font des choses à 1 mètre. Après, ils montent un peu de hauteur sur des choses basiques. Quand c'est parfait, ils redescendent, ils complexifient. Et il y a cette alternance dans l'entraînement qui fait que c'est des athlètes hyper intéressants à suivre. Et pour le coup, quand on les voit progresser, et là, on a la chance d'avoir une génération de jeunes plongeurs, alors peut-être un peu plus les garçons qui sont un peu plus forts que les filles, mais on a 3 plongeurs qui vont être sur l'épreuve du 3 mètres, qui sont vraiment forts. L'année dernière, ils ont fait une médaille au championnat du monde. C'était assez exceptionnel parce que on s'y attendait pas. C'était une compétition où tous les pays venaient chercher un quota olympique, alors que nous, on était qualifiés. Et finalement, on décroche quand même une médaille. Alors, il y a peut-être le côté, on n'avait pas de pression et c'est aussi plus simple que quand il faut performer. Mais néanmoins, ces athlètes-là sont particuliers. Ils sont vraiment eux avec eux-mêmes dans une tâche très codifiée. Ouais, c'est d'autres profils dans la natation, mais c'est des athlètes vraiment attachants. Et la nat synchro, pour parler un peu de tout le monde, nat synchro, on dit plus nat synchro, pardon, Artistique. Natation artistique, pardon. Moi, je Ouais, à l'ancienne. la natation artistique, là, c'est un sport qui est aujourd'hui, et les filles, quand je parle des filles, c'est filles et garçons, parce qu'il y a les deux maintenant, mais c'est et les nageuses et nageurs et le staff sont dans un changement de discipline. C'est-à-dire qu'avant, la synchro, il y avait le côté faut être ensemble, il faut faire telle figure, c'était très, très classique en fait. On avait Comme la gymnastique avant. On avait un peu le classement qui était établi limite avant les compétitions. On pouvait gratter une place et puis après, il fallait attendre avant d'en prendre une autre. Sauf que là, ils ont changé le règlement et en fait, tout le monde est en train de, je pense, on peut employer le terme de galérer à s'adapter, donc l'ensemble des pays, à comment on construit la chorégraphie qui répond aux coefficients des points que l'on peut assumer dans l'eau, dans la difficulté, face à la stratégie des autres. Et donc, ça change complètement le sport. Et là où c'est super, c'est que je trouve que c'est aussi le moment où le staff s'ouvre à des chorégraphes qui ne sont pas des chorégraphes de la natation artistique, mais des chorégraphes de compagnie de danse, de danse hip-hop, qui est quand même assez éloigné de ce qu'on connaît. Ouais, vraiment. Ouais. Et en fait, ça les ouvre sur des choses qu'elles n'avaient pas l'habitude, sur des temps en dehors de l'eau, des formes d'entraînement. Si on parle de hip-hop, du hip-hop en salle, jusqu'à la danse classique. Donc, ça crée en fait des athlètes qui sont, en général, on voit nos nageurs, ils enchaînent les longueurs. Elles, les synchros, elles font des temps de ballet, etc. Mais elles font aussi plein de temps à sec, du yoga, de la danse, des étirements, des acrobaties, du hip-hop. C'est hyper complet. C'est hyper complet. Et ça, avec des volumes horaires de dingue. Ouais, j'ai eu la chance, comme toi, sur les bords du bassin, mais voilà, j'ai vraiment pratiqué avec d'autres aussi. Même si je pensais que j'étais bon au rétro plus jeune, elles sont vraiment au-dessus. Et puis entre les apnées et le rétro, franchement, c'est un truc de malade. Hein. C'est un autre sport. Ouais, je pense que les gens, c'est vraiment un sport méconnu. C'est un sport méconnu, mais peut-être s'il y a des gens qui écoutent, qui connaissent la difficulté d'un 400 mètres en athlétisme à fond ou des choses comme ça. Les filles qui font un duo, donc c'est 4 minutes, on va dire, d'effort, elles arrivent à des lactates autour de 20. Donc, c'est monstrueux. C'est des taux de lactatémie qu'on retrouve dans des 400 mètres à fond, des 800 mètres. Plus 800 mètres. Voilà, donc c'est vraiment des efforts très, très durs. Et en même temps, elles doivent sourire. Elles ne doivent pas avoir l'air fatiguées. Ça doit être synchronisé ensemble. Ça doit être harmonieux avec la musique. C'est monstrueux comme effort. On ne se rend pas compte, mais ce n'est pas juste artistique, c'est monstrueux. Ouais. Et la nage en eau libre, alors ça, c'est encore un truc dingue parce qu'en fait, il n'y a plus le 25 km, il n'y a plus que le 5 et le 10 est olympique. Mais ça, c'est des épreuves où ils partent en mer. Alors, des fois, c'est tout plat et des fois, c'est complètement chaotique.
ils voient des bouées au large où ils sont... Où ils les voient plus. Voilà, où ils les voient plus. Ils sont à nager, tous espacés. Et quand ils arrivent à la bouée, c'est un banc de personnes qui essayent de passer cette bouée-là où ça peut se rapprocher assez vite du water-polo. C'est ça, on prend des coudes. Ils prennent des coudes partout. Et en même temps, ils font des efforts hyper longs où ils doivent arriver à ce que ça leur coûte pas. Ouais. Et c'est là où j'ai été le plus impressionné, c'est quand on discute avec eux, leur objectif, c'est quand même d'arriver à être en capacité de sprinter dans le dernier kilomètre, d'aller très vite. Mais les 9 premiers, ils sont pas au ralenti. Hein. Non, mais j'ai bien... Et c'est comment ils arrivent à développer une vitesse de dingue sans que ça leur coûte, dans des conditions où ils doivent trouver un cap, éviter les coups, ne pas suivre bêtement le gars de devant parce qu'il peut faire un écart de 200 mètres. Et donc ça, c'est une autre discipline qui reste pour moi assez exceptionnelle. Cet été, on va avoir en plus la chance d'avoir les Jeux dans une rivière. Donc on va avoir un côté facile dans le courant et un côté où il va falloir jouer de la stratégie avec les piles de pont, les bateaux qui seront là pour voir comment on peut remonter le courant. Et ça en fait un sport qui est, en dehors des aspects techniques de franchissement, qui en fait aussi une vraie stratégie d'avoir le chemin le plus court. Mais le chemin le plus court, c'est peut-être pas celui qui est le plus aidant avec les courants, etc. Ouais, les contre-courants, quand on monte, ça demande aussi d'avoir beaucoup de lucidité, beaucoup d'expertise de cet effort-là. Parce qu'il faut être pendant 2 heures, pas se tromper de cap, pas oublier ce qu'on fait, rester calme mais en même temps vigilant. Donc c'est des efforts. Enfin, les 5 disciplines pour le coup, et c'est ça qui est hyper excitant et riche dans la fédération de natation, c'est que les 5 sports sont des sports magnifiques et en même temps avec des profils complètement différents. Et c'est hyper riche quand moi j'ai la chance de réunir mes collègues directeurs d'équipe. C'est hyper riche en fait, les approches des uns et des autres. Des fois, elles sont challengées par un qui dit on fait ça, oh là là, on a fait ci et ça, et les synchros, ils disent nous, on fait ça tout le temps en fait. Ah ouais. Donc ça remet en question plein de choses, et moi, c'est ça que je trouve passionnant, c'est comment, avec ce mix de profils différents, on arrive à agréger des compétences et que ces compétences s'inscrivent dans un projet collectif. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Je vois bien, t'as les yeux qui s'allument là. Et je voulais te demander aussi, parce qu'en fait, il y a des phénomènes, ça peut être gérer des égos, tu vois, parce que je pense que bien sûr qu'il y a gérer aussi comment on attire puisque on a une partie du boulot, c'est entraîner, une partie du boulot, c'est avoir des gens qui vont gérer la performance, une partie du boulot, c'est, là on parle du haut niveau qui tire la masse. Qui permettent peut-être d'arriver au haut niveau, mais aussi, tu vois, quelle est la politique plus générale? Comment on fait pour s'entourer des bonnes personnes? Tu as été chercher ailleurs qu'en France des gens pour t'aider? Déjà, tout seul, c'est impossible d'y arriver, parce qu'on a tendance à aller dans une direction et pas forcément prendre de recul, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, d'avoir des gens autour, c'est essentiel. Moi, je l'ai vu la première année dans ma mission. J'avais pas le staff que je voulais autour de moi et c'était compliqué. J'arrivais pas à faire ce que je voulais, j'arrivais pas à utiliser mon temps comme je le voulais, c'était très compliqué. Et donc, j'ai essayé d'amener des gens avec moi, si possible des gens plus forts que moi dans les domaines pour lesquels ils venaient, parce que ça sert à rien d'avoir quelqu'un qui est... À qui tu vas expliquer le boulot, non? Ouais, voilà, ça m'intéresse pas. Et moi, ce que j'aime, c'est d'avoir des gens bons qui vont amener et des idées et une compétence dans leur domaine, mais qui aussi vont pouvoir s'inscrire, et puis s'inscrire dans un collectif. S'inscrire. Et ça, pour moi, ça a été vraiment mon objectif. Donc, je me suis entouré de personnes, d'abord, que je pouvais faire venir, parce que c'est, encore une fois, c'est pas comme dans une entreprise où on peut se dire, tiens, lui, je vais le recruter. Nous, ça marche pas comme ça parce qu'on n'a pas forcément les budgets, on n'a pas forcément... Mais en entreprise, on n'a pas toujours les budgets d'anglais. On n'a pas toujours, mais on a un peu cette liberté et que nous, on n'a pas forcément. Et après, une fois qu'on avait stabilisé cette équipe et qu'on était capable de poser un projet, je me rappelle, en 2017, on avait écrit un document qui est un document plutôt administratif qui s'appelle le projet de performance fédérale. C'est vraiment le lien entre l'État et la fédération sur le haut niveau. Et on avait mis, on veut que toutes les disciplines soient médaillables à Paris. Et en fait, je crois que ça a fédéré les gens de se dire, finalement, c'est ça l'objectif. Et donc, nous, notre équipe, elle va s'attacher à ça tout le temps. Et je crois que ça a été très fédérateur.
Et au final, on a pu essayer de remettre à plat les gens qui venaient s'inscrire là-dedans. Une fois qu'on avait constitué une équipe, on a eu à rééquilibrer l'équipe parce que tout n'était pas bon. On n'avait pas forcément fait les bons choix au début. Il a fallu dire à des gens, non, on ne va pas continuer avec toi. Donc ça, des fois, c'est aussi pas agréable parce qu'au final, la personne, elle n'a peut-être pas mal fait son travail, mais finalement, elle ne peut pas aller là où on espère. Et donc, il faut aussi trouver une sortie, peut-être la mettre dans un autre coin du projet. Mais quand tu évoquais l'ego, dans le sport de haut niveau, il y a beaucoup d'ego et c'est pas avoir un ego mal placé. Pour moi, c'est pas un problème d'avoir un ego, mais il faut prendre soin de ça en fait. Quand quelqu'un a eu des médailles, une carrière, etc., et qu'on lui dit écoute, moi, Julien Essoulet, qui vient du water-polo, je vais te dire que c'est pas bon. Franchement, c'est pas simple en fait. Donc, il faut arriver à avoir, je pense, bien posé les bases avant, qu'ils comprennent que c'est pas contre lui, mais plutôt que ça rentre pas dans ce qu'on attend, que lui, il peut s'inscrire peut-être ailleurs, mais pas à cette responsabilité-là. Et je crois qu'une fois qu'on a fait un peu cette place et on va dire cet équilibre de ce qu'on attend des gens, pourquoi ils sont là, et c'est là où on peut compléter. Et moi, c'est ce que j'ai voulu, parce qu'à un moment, je voyais que notre encadrement, il était bon, mais franco-français. Et donc, la notion d'ego avec les entraîneurs emblématiques, avec les athlètes emblématiques, à un moment, il nous manquait un challenge là-dedans parce que moi, je peux pas aller challenger un Philippe Lucas ou un autre entraîneur sur les médailles. Et puis, c'est pas mon rôle. Mais parce que moi, j'ai jamais eu ces médailles-là. Donc, il y a toujours un moment où, au final, notre discussion, elle sera biaisée. Et même si moi, je vais pas aller lui dire, il faut que tu entraînes comme ça parce que c'est pas mon métier, il y a quand même des discussions où des fois, on doit aller un peu, mais c'est objectif, comment on y va. Et c'est en ça où je trouvais qu'il fallait qu'on ait quelqu'un qui arrive. Et c'est là où on a fait venir un étranger, notamment pour la natation course, qui avait eu des médailles olympiques, qui a dirigé des équipes plus fortes que la nôtre, et donc qui a amené aussi en dehors de sa personnalité. Tu peux le citer. Ouais, Jaco Verhaeren, qui amène en dehors de sa personnalité, qui est vraiment un super mec, intelligent, ouvert, très moderne, mais qui apporte aussi une vraie crédibilité, une vraie expertise. Oui, il a entraîné comme... Voilà, il a entraîné Peter Van Den Hoogenbang. Je crois qu'il a 10 titres de champion olympique, 10 titres de champion du monde. Plus, il a fait passer l'Australie de 7e nation à première nation mondiale en 7 ans. Donc, voilà, quand il arrive, c'est sûr que c'est quand même plus simple. Il sait a priori de quoi tu parles. Voilà, il sait de quoi il parle. Et puis, en dehors de... Parce qu'il y en a d'autres, des mecs qui ont sa compétence. Ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un homme de collectif. Il aurait été très bon en sport co, en fait. Parce que vraiment, il vient jamais pour faire la leçon. Moi, je l'ai jamais vu dire à un mec, là, tu te trompes. Mais comment il questionne, comment il l'amène, comment sa personnalité, son énergie, finalement, elle a fini de fédérer les gens autour du projet de l'équipe de France et d'amener cette petite pierre en plus de crédibilité en se disant, si ce gars-là, il est capable de venir pour un projet comme ça, c'est que le projet, il est vraiment ambitieux. Et donc, ça enlève aussi des barrières aux autres de se dire, finalement, ce mec, il vient dans notre projet, c'est qu'il y croit. Et donc, nous, on doit y croire aussi. Ouais, et je crois que ça crédibilise. Ouais, ça crédibilise et ça apporte vraiment une plus-value. Et moi, c'est ce que j'apprécie. Et encore une fois, ça amène une autre culture. Des fois, on rigole sur... quand il nous raconte comment les Australiens, par rapport aux Français, gèrent les choses, comment lui, en Hollande. Il gérait aussi les mêmes sujets. Et en fait, ça amène... ça permet de prendre du recul. Et puis quand après, tu as un marchand, il peut apporter quelque chose à un marchand. Et tu n'as pas besoin qu'il n'y ait que Bowman, même si après, ça peut permettre aussi à Bowman d'exister autrement. Et ça donne aussi, je pense, à Bob une crédibilité de se dire, finalement, cette équipe, si lui est là, c'est que c'est sérieux. Donc, je vais pouvoir aller avec eux parce que ça sera... On parle de l'entraîneur des Léon Marchand. Et l'ancien entraîneur de Michael Phelps. Donc, une la légende. Grosse pointure dans ce métier-là. Mais c'est vrai que ces gens-là amènent cette crédibilité. Je pense qu'elle enlève aussi des barrières aux athlètes. Et puis, finalement, encore une fois, si on revient au conseil d'un Jaco ou d'un Bob ou d'un Philippe Lucas, boum, ça devient très, très pertinent. Et puis, quand les trois sont là et que les trois sont d'accord... Bon, globalement, c'est que a priori, la route, elle a l'air d'être c'est tracée. plutôt par là, quoi. C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va aussi s'ouvrir? Alors, deux choses. Comment on s'ouvre
de la natation vis-à-vis des autres sports, tu vois, toi avec tes autres collègues, tes autres pairs, les autres DTN, et puis aussi comment on s'appuie sur le tissu local, comment on fait pour faire grandir peut-être une nation comme la France qui, même si ça a beaucoup progressé, pour moi on est encore loin d'être une nation sportive, dans le sens avoir intégré le sport comme une manière de vivre, ou pas obligatoirement de le sportif de haut niveau, mais juste tu vois d'entretien. Si on va en Australie, si tu as vécu là-bas ou un peu passé un peu de temps, tu vois, voilà, ils sont tous branchés sport toute la journée, et ou en tout cas activité du corps, on va dire, peu importe que ce soit du sport, hein, ça peut être de la danse ou autre chose artistique, mais ils ont une sens de l'activité du corps. Donc je pense que la natation, au départ, c'est un sport pour sauver des vies, quoi, tu vois, parce que si t'es pêcheur, tu vas mourir, hein, si tu sais pas nager. Donc on est quand même passé d'un pays où il y avait beaucoup de gens qui savaient pas nager. Bon, maintenant c'est quoi la nouvelle politique, tu vois Il y a deux choses dans ta question. Est-ce qu'on est un pays de sport ? Non, tu l'as dit. Est-ce qu'on va le devenir ? J'espère. Je suis pas sûr qu'on le devienne avec juste du sport à l'école et autre chose. Je pense que on fonctionne aussi, et quand je vois les jeunes aujourd'hui avec les modèles, alors, parfois des modèles de youtubeurs, mais si on garde le bon modèle pour nous, en tout cas le sportif, le champion, je vois comment ça les galvanise, et je suis assez convaincu que plus les jeux seront réussis, dans le plus de sport possible, plus ça donnera envie aux jeunes de faire du sport, et c'est parce que tous ces jeunes voudront faire du sport qu'à un moment, il faudra leur mettre des installations, leur mettre des coachs, leur mettre des structures, etc. Là, on a des gens, des jeunes qui vont faire du sport plutôt hors du club. Alors, je crois vraiment que de fédérer autour d'un club, d'un éducateur, d'une vie collective, c'est hyper riche en tant qu'humain, en fait, pas en tant que sportif, mais en tant que... Vie sociale. Ouais, vie sociale. Et donc, ça, pour rejoindre ta question sur comment nous, on essaye de s'adapter à ça, on essaye d'avoir des ambassadeurs, et donc nos champions qui soient des grands champions, qui en même temps, on a la chance d'avoir des grands champions qui sont des bonnes personnes. Donc, on n'a pas besoin de les transformer là-dessus. En fait, c'est des mecs bien élevés, c'est des gens cultivés, c'est des gens qui ont... pour la plupart, la notion du collectif, qui sont très équipe, tu vois. On a fait des valeurs en natation, par exemple. C'est humilité, une des premières valeurs. Ambition, deuxième valeur. Et French Flair. French Flair, c'est plutôt à comprendre autour de l'audace, un peu. Et donc, je crois que ça les rejoint vraiment, en fait, tu vois, d'avoir ces têtes de gondole, même si c'est pas très flatteur pour eux, mais en tout cas d'avoir ces gens-là, et après de se dire, au final, comment, quand on va décliner ça dans les programmes sportifs, on va essayer de dire, ok, vous voyez Léon Marchand, Florent Manodou, mais on va pas vous entraîner comme eux, en fait, parce que vous n'êtes pas des mini-olympiens pour l'instant, vous êtes des jeunes athlètes, vous allez prendre du plaisir, vous allez passer du temps, vous épanouir là-dedans, et peut-être que certains iront vers là-bas, mais peut-être que d'autres prendront juste du plaisir à faire du sport au quotidien, et à le faire tout au long de leur vie, à s'épanouir comme nous on l'a fait, à des niveaux moyens du water-polo, mais c'était pour nous notre passion, notre envie d'aller gagner un match au fin fond de la région parisienne un vendredi soir, c'était notre truc, en fait. Et je crois qu'il n'y a pas de mal à ça, et c'est en ça où peut-être la nation deviendra finalement une nation sportive, quand cet effort, ce goût de l'effort, ce goût de se surpasser, le goût de faire un truc soit avec les autres, soit tout seul, deviendra un peu une pièce de l'équilibre des gens, et je crois que ça sera catalysé si on a des bons résultats, parce que les petits vont se dire moi je veux aller faire comme Léon, ou je veux aller faire comme Florent, ou comme un mec qui fait du triathlon ou du tir, peu importe. Et je crois que ça, petit à petit, si au niveau des fédérations, on arrive à ouvrir ce champ-là, et de rappeler aux gens que le club, c'est pas que la voie vers les champions, c'est la voie juste d'être ensemble, de faire des trucs ensemble. Je crois que là, on peut peut-être transformer un peu la société là-dessus, quoi. Ouais. Moi, j'ai deux questions, parce qu'il y en a eu tout à l'heure, j'ai posé deux questions en même temps. Donc. Ouais. Et donc, la deuxième partie de la question, je vais poser celle-là, comme ça on reste sur ça. C'est
Tes pairs dans Ouais. les autres sports, comment vous vous stimulez? Bah, moi, je t'avoue, quand je suis arrivé à la natation, venant du water-polo, le chantier était quand même vaste devant moi. Tu vois, c'est pas le truc Oui, où il y tu a arrives et tu il y a te une dis, fédé avec 5 sports déjà. ouais, donc moi, je suis passé d'un sport qui était pas le plus grand de la fédération Mmh. à gérer l'ensemble des sports. Et donc, tout me paraissait pas hyper lisible à la Mmh. base. Et donc, j'ai passé quand même pas mal de temps à discuter. Je me rappelle de Gany Yalouz, où Mmh. j'ai été, je l'appelais, ou Philippe Bana, qui était à Mmh. l'époque pas entraîneur, DTN du Du hand. hand. Donc voilà, avec certains collègues où je les appelais et je leur disais, bon, les gars, j'ai quelques questions. Et je venais avec ma liste. Ou même Jaco, à l'époque, je l'avais contacté en 2018 en lui envoyant un long mail en lui disant, voilà, moi je viens de ça, j'ai vu ci et ça, qu'est-ce que t'en penses toi de ta fenêtre? Et donc j'ai quand même toujours cherché pas à leur demander ce que je devais faire, mais à plutôt les questionner sur des trucs que je voyais qui me paraissaient bizarres, alors pas plutôt étonnants quoi que bizarres, et de se dire au final comment eux, sans connaître vraiment ma problématique, mais au regard de Mmh. leur quotidien, comment ils gèrent, ou qu'est-ce que ça les interpelle quand je leur dis ça, et comment moi, au regard de ça, j'arriverai à prendre ma décision. Mmh. Et ça, je l'ai beaucoup fait au début et je le continue, hein. J'ai des collègues au basket, au rugby, au triathlon ou ailleurs, que j'appelle assez régulièrement, ou d'anciens DTN, pour leur dire, bah, tiens, on a ça, qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est pas forcément ciblé sur une Mmh. question, mais des fois, finalement, dans la discussion, boum, ils éclairent un truc. Et je crois que ça, c'est à l'instar de ce qu'on a avec le staff. Bah, au final, on peut pas avoir un second DTN qui a été un ancien juste à côté de soi, qu'on appelle comme ça. Mmh. Mais de l'avoir dans son réseau, en fait, au final, c'est pas mal parce qu'il Mmh. y a des fois, bah, le temps d'un déjeuner, le temps d'un café, le temps d'un coup de fil, bah, hop, on passe deux, trois sujets à la moulinette et puis hop, il y a une petite idée qui remonte. Et puis quand on croise ça avec un autre, bah, je sais pas, ça illumine un peu la route, ou à minima, ça permet d'éclairer les choix qu'on veut faire et les décisions, quoi. Le fait d'avoir passé un peu de temps à l'INSEP, ça a pu t'aider? Tu as Ouais. croisé quelques Ouais, DTN? c'est OK. sûr qu'il y a des endroits comme ça qui sont un catalyseur de personnes et Mmh. d'expertise en un tout petit périmètre. Mmh. Donc, sûr, quand moi je suis arrivé, que j'entraînais, j'étais adjoint au water polo et au self, tu voyais les mecs qui étaient multiples médaillés en tant qu'entraîneur au judo, Mmh. à l'escrime. C'est déjà, il y a ce côté humilité, hein, tu Ouais. vois, tu respires un petit coup. Et puis après, quand tu discutes avec eux, finalement, tu te rends compte qu'ils sont un peu comme toi, hein, à un autre niveau, mais ils ont des doutes qui sont pas tes doutes à toi, mais qui sont leurs doutes, et que tu rencontres un peu plus tard quand tu arrives à Mmh. ces niveaux-là. Et finalement, je crois que ce qui est vraiment riche là-dedans, c'est que, un, ça te permet de te rassurer, et c'est un peu ce qu'on a fait avec une publication qu'on fait avec la fédération sur Parole de coach, où on fait parler les Mmh. coachs, parce que je trouve que c'est aussi ce qui permet aux jeunes entraîneurs, ou même aux moins jeunes, de se dire, ah, bah, finalement, ils sont comme moi, ils ont les mêmes doutes que moi. C'est peut-être pas le même Niveau. niveau, mais globalement, c'est Mmh. les mêmes problématiques, quoi. Comment on gère quelqu'un, pas on le motive, mais comment on le ramène Mmh. là où il doit aller. Enfin, voilà, c'est la même chose. Et je crois que ça, à l'INSEP, en dehors de se faire un réseau, de baigner un peu là-dedans et de prendre cette douche d'humilité forcée face aux champions que tu as, mine de rien, tu es confronté à des vraies Mmh. problématiques, tu les vois évoluer. Moi, ce qui m'impressionne le plus avec les grands athlètes et les grands entraîneurs, c'est leur, euh, leur stabilité dans l'effort. Mmh. Tu vois, quand je vois des mecs comme Michel Chrétien, Philippe Lucas, Bob, Bowman, ils ont une rigueur dans ce qu'ils font au quotidien, mais pas la rigueur pénible, mais Mmh. La le, discipline. ouais, la discipline, où ils sont excités comme des enfants, en fait, alors que c'est des gens qui sont quand même plus proches de la retraite que du début de leur carrière, mais en même temps qui sont dans une exigence de malade, qui vont pas trop dévier de Mmh. ce qu'ils font, mais qui savent très bien où ils vont, mais ils sont engagés à fond. Et moi, c'est ça qui m'impressionne, en fait. Dans ces gens-là, je me rappelle, Philippe, il disait toujours, hein, Philippe Lucas, il avait toujours une phrase où il dit quand tu travailles, t'es pas sûr de réussir, mais si tu travailles pas, t'es sûr de pas réussir. C'est ça. Et en fait, c'est con comme phrase, mais c'est tellement vrai. Ça veut dire que
même lui, avec son palmarès, avec l'expertise qu'il a, finalement, il ne peut pas prendre des voies de côté. Il est quand même obligé de se traverser les étapes compliquées de beaucoup d'entraînement, de comment l'athlète s'adapte à ça alors qu'on le pousse dans ses retranchements, comment, voilà. Et je crois que moi, ce qui m'impressionne, et c'est ce que j'ai vraiment vécu à l'INSEP, et c'est ce que je vois avec mes collègues là aujourd'hui, c'est vraiment cette capacité qu'ils ont à durer dans le temps à un haut d'exigence pour eux-mêmes en premier lieu, mais aussi pour tout leur environnement. Et c'est ça qui est hyper excitant quand ils te rappellent, tiens, là, on est là, il faut qu'on fasse ça pour tel et tel truc. Je trouve ça hyper enrichissant. Et finalement, ça enlève la pression et ça porte plutôt que d'amener du stress, en fait. C'est excitant. Il y a aussi un pan dans ton activité, parce que le sport, c'est aussi une manière de se réaliser, mais c'est aussi une manière d'être en bonne santé. C'est aussi, tu vois, la liste pourrait être longue du lien social, et surtout quand on a vécu le Covid, justement, où tous ces clubs n'ont pas pu exister. Et je pense qu'une des difficultés pour des gens qui ne savent pas ce que c'est que le sport de haut niveau, c'est de voir aussi peut-être quand on va trop loin, tu vois, quand la pression qu'on a pu se mettre, ou même à Michael Phelps qui vient témoigner de ces moments de dépression forte qui sont en suivi, de voir le dopage, de voir, tu vois, tout ce monde qui vit de pression, en même temps, comment on est vigilant. Tu vois, à permettre de garder une santé physique ou une intégrité physique malgré les difficultés, et puis une intégrité psychologique, tu vois. Tu vois, on a évolué là-dessus, parce qu'à une époque, je pense qu'on était, nous, les sportifs, on était des cobayes. Ça, c'est vraiment le point, pour moi, hyper vrai et sensible. C'est-à-dire qu'à notre époque, prendre une claquette dans la tête ou une planche parce que tu faisais pas d'effort, t'étais pas content, mais ça te choquait pas outre mesure. Moi, j'ai pris plus que ça, ouais. Aujourd'hui, et heureusement, c'est interdit et ça ne se fait plus. Mais en même temps, arriver au très haut niveau, il faut quand même pousser des curseurs qui sont à la limite, en fait, de l'effort, sa capacité, comment on arrive au bout, et comme tu l'as dit, sans mettre en danger la santé mentale, la santé physique d'un athlète. Et cette frontière-là, franchement, on la vit quand même à tâtons, on va pas se mentir. Ça veut dire qu'on a des nouvelles générations qui arrivent. Chaque individu est différent dans sa culture, dans comment il a été construit, dans ce qu'il a fait jeune, parce que entre ce qu'ils ont fait jeune, très intense, ou très bien construit, finalement, l'impact à 20 ans, c'est pas le même, dans la capacité à refaire des efforts, à repasser des caps. Donc, dans mon boulot, on passe beaucoup de temps avec mes équipes à poser les choses justement sur ces âges-là. Et avec Jaco, on lui a fait formaliser des choses là-dessus en essayant de dire, on n'entraîne pas des mini-olympiens, on entraîne des jeunes qui doivent voir d'autres sports, qui doivent trouver du plaisir là-dedans, d'avoir des alternances de charge, d'avoir des phases de récup, de ne pas être à des intensités toujours de malade, que tout ça soit bien conduit dans un projet d'entraînement. Et puis à côté, de faire verbaliser les coachs sur leurs difficultés et pas qu'ils rejaillissent ça sur les athlètes. Enfin voilà, ça c'est un vrai sujet du quotidien qu'on vit aujourd'hui. Alors ça a été exacerbé par tous les problèmes de violence qu'on a eu dans le sport, ce que tu as évoqué avant, les cas de dopage, etc. Et oui, donc, ou même les cas plus difficiles, de viol, de je ne sais quoi. Donc on essaye quand même pas de protéger, mais en fait d'illustrer tout ça auprès des athlètes, auprès des coachs, auprès des familles, pour justement dire, on fait du sport de haut niveau. L'objectif, c'est quand même d'aller au bout de son potentiel, mais on va le faire sur une route sur laquelle on est tous d'accord. Et ça, c'est un vrai sujet pour les plus jeunes, parce que c'est là où tu construis vraiment la base, et puis que tu t'en fais des citoyens avant d'en faire des athlètes de haut niveau. Et puis, tu as ceux que tu amènes au plus haut niveau, comment tu t'assures qu'ils continuent de s'épanouir, que l'effort ne devient pas une souffrance mentale, j'ai envie de dire, ou voire physique, parce que bien sûr. Quand tu veux jouer les Jeux Olympiques, je prends une équipe de polo, tu vas peut-être pas dire au coach « j'ai mal à l'épaule ». Bien sûr. Sauf que si tu le dis 6 mois avant et qu'on peut traiter l'épaule en prenant conscience du cas,
peut-être que tu as plus mal à l'épaule quand tu arrives à la compétition, alors que là, tu vas le cacher, tu vas te surpasser, puis tu vas arriver cuit parce que, un, tu pourras plus le faire physiquement, et deux, mentalement, ça t'aura bouffé, quoi. Et donc, c'est vraiment dans cet échange-là, en fait, qu'on essaye de faire progresser les gens, de dire, voilà, on est ensemble, en fait. Nous, on a besoin de toi à 100%. Donc, si de fait, tu seras pas à 100%, toi, tu seras frustré de pas, et nous, on le verra que tu seras pas, et ça le fera pas. Donc, tu vois, dans ces échanges-là, je crois que ça, c'est important de partager des projets, que les athlètes se sentent en confiance pour évoquer qu'ils sont peut-être pas à leur top, et de se dire que le staff qui est là va prendre ce problème-là pour les aider à redevenir au top. Parce qu'eux, ils ont besoin de l'athlète au top et pas de l'athlète qui a mal et qui va se planquer pour pas montrer qu'il a mal. Donc ça fait partie des vrais sujets, je crois, aujourd'hui, et encore plus, à mon avis, dans les générations à venir, qui feront que peut-être on évitera ces dérives-là. Et après, il faut aussi se dire que toute l'adrénaline qu'ils ont dans leur quotidien fait qu'à un moment, quand tout ça s'arrête, parce que peu importe, tu as réussi ou tu n'as pas réussi, après, c'est quand même comment tu rebondis avec ça. Mais je pense que tu prends un mec qui monte sur scène devant 15 000 personnes, quand il rentre chez lui et qu'il fait à manger, je pense qu'il doit aussi se dire, qu'est-ce que je fais là, alors que les mecs m'ont donné de l'énergie, ils étaient 20 000, 100 000, voire maintenant il y a des scènes... Je pense que c'est pareil pour un athlète. Quand un athlète il atteint ce niveau-là, et ce guitariste qui fait un solo devant, je sais pas moi, 150 000 personnes, quand ils rentrent chez eux, les deux, ils vont faire des courses ou machin, et c'est plus la même excitation. Et je crois que ça, faut s'y préparer. Et puis, il faut aussi faire que ça soit des gens équilibrés pour qu'ils soient capables de passer au travers de ça. Mais ça, c'est un chantier auquel j'ai pas de solution pour l'instant. Alors, juste pour un peu aller vers la conclusion, quoi. Juste, simplement, si tu avais quelque chose que tu as envie de partager en termes de traversée, si tu prenais une traversée dont tu es particulièrement fier, ta plus grande fierté, ça serait quoi? Ouais, franchement, une de mes plus grandes fiertés, parce que c'est un peu, bien sûr, un peu égocentrique de dire ça, mais une de mes plus grandes fiertés, c'est d'être parti de Longjumeau, enfin même Chilly-Mazarin, et d'arriver à faire le métier que je fais, avec les gens que j'ai autour. Franchement, ce parcours-là, pour moi, est une grande fierté. Franchement, je suis hyper content d'avoir réussi et d'avoir passé toutes ces étapes-là. Ça, franchement, pour moi, c'est une grande fierté de l'avoir fait, et de garder l'équilibre familial. C'est pas non plus de tout repos, mais en tout cas, ça, je suis très fier de ça sur, on va dire, la grande photo. Et après, là où je suis aussi très fier, c'est d'être arrivé à la tête de cette fédération en venant du water-polo et d'avoir créé une équipe autour de moi, alors pas que de moi, autour du projet, on va dire, et que finalement, maintenant, en prenant un peu de recul, je les vois évoluer. Et en fait, je sens que, tu vois, ça avance. Ça fonctionne. Et que moi, j'ai plus du tout le même rôle au début. Et je vois des gens qui arrivent, qui apportent des idées. Finalement, en fait, tu vois, c'est plus du tout le même rôle. Et ça, je suis aussi très fier, parce que ça rejoint un peu mon parcours. Mais je suis arrivé là-dedans... tu te dis pas au début, tu mises, tiens, lui c'est notre poulain, il va y arriver. Non, tu vois, il est là, lui, on va le mettre et puis on verra ce que ça donne. Tu vois, il n'y a pas de certitude. Et au final, d'avoir réussi à regrouper ces gens, à les amener dans un projet collectif, moi je trouve ça super. Non, mais tu peux être fier de toi. Moi, je vois bien d'où tu es parti. Donc, super. Et si maintenant tu parlais peut-être d'une traversée plus difficile, mais dans lequel tu as des clés, ou tu vois, que tu peux partager, à un moment donné, un truc que tu sens que là, ça a été tough, quoi, ça a été difficile. Ouais, je crois que ce qui est difficile, c'est plutôt dans la capacité à alors, c'est pas de la pression, mais c'est comment tu gères l'environnement, en fait. Tu vois, les gens qui sont toujours contre toi, alors volontairement ou involontairement, ou même comment toi, juste tu les perçois contre toi, alors qu'en fait, peut-être ils s'en foutent. Mais... Ou alors pourquoi ton style les fait chier, peut-être. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai que
au début, j'avais vraiment du mal avec le regard, tu vois. Bah tiens, qu'est-ce que lui il se dit Ça, c'était assez compliqué dans un premier temps et ça a amené beaucoup de stress, Et puis au final, quand tu arrives à peut-être avec quelques réussites et puis finalement, tu te rends compte que tout n'est pas si horrible que ça, ou qu'au final, c'est surtout ce que toi, tu perçois de ce que eux peuvent faire ou peuvent penser. Finalement, tu arrives à prendre du recul là-dessus et même des fois l'utiliser en te disant tiens, je vais aller voir finalement ce que eux ils ont à me dire. Maintenant que tu as confiance, tu peux y aller. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est... Même encore, il y a des fois, tu vois, je me retrouve dans des moments où je suis pas hyper serein ou hyper bien. Et au final, j'essaye de me dire, bon, écoute, ça a encore eu un truc à traverser ou à affronter et de se dire, regardons un peu comment ça évolue. Qu'est-ce que moi, finalement, j'ai peut-être pas bien fait. Qu'est-ce que j'ai loupé. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Et puis, de fil en aiguille, tu essayes de construire une réponse à ça et de te dire, voilà, si ça doit me revenir, j'essaierai peut-être d'anticiper ça comme ça ou je referai plus cette erreur ou là, j'ai pas été attentif. J'ai oublié d'en parler, donc ça a vexé quand on parlait d'ego. Voilà, je crois que la com, de partager les choses, ça évite aussi des fois des problèmes. Et quand on est fatigué, quand on veut aller vite, des fois tu fais quelques conneries. Et je crois que ça, c'est les choses qui sont que tu prends vite dans la tête, plus vite qu'un succès en fait, et qui des fois te remettent un peu te réveillent. Et donc il faut se dire, voilà, comment de ça, je me dis que j'y repasse plus, quoi. Je refais plus la même erreur. Et donc, ouais, j'ai pas d'éléments concrets, tu vois. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que dans ce que tu traverses, il y a des fois où tu es bien obligé de te rendre compte que tu aurais pu faire autrement ou mieux. Et je crois que c'est plutôt ça. Apprendre de ses erreurs. Ouais, voilà, apprendre de ses erreurs et de se dire, finalement, c'est normal de passer par là parce que sinon, il y aura un bouquin qui dirait, faut faire ça, puis ça, puis ça, mais ça n'existe pas, ou moi, je ne l'ai pas vu en tout cas. Et donc, forcément, des fois, tu te trompes. Et c'est comment ton entourage, ton équipe, elle arrive des fois à te taper sur l'épaule et te dire, ouais, là, tu as dit ça, mais je crois que tu te trompes en fait. Et c'est en ça, d'avoir un staff en confiance autour, tu peux éviter de tomber dans ces mauvais passages, quoi. On va s'arrêter là. Je te remercie infiniment, Julien. Merci. Et pour ceux qui n'étaient pas présents avec moi, il était animé, il avait les yeux hyper pétillants. Ça m'a rappelé en fait tous les gosses que je vois et qui adorent le sport qu'ils font. Et donc merci Julien pour ça. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.